Bonjour à tous et merci de votre présence ici pour le bon talk sur DALL-E V2, un robot et un peintre font de la génération d'images par IA. Merci à Torrentech de m'avoir invité, d'avoir l'opportunité d'être présent ici avec vous, d'avoir accepté mon talk et aussi on est très fiers d'être sponsor de Torrentech pour cette année. Et donc ce sera avec plaisir, comme on est là aussi demain, n'hésitez pas à venir nous voir, d'échanger avec nous et Julien et moi-même et peut-être gagner la surface si vous n'avez pas eu la chance de la gagner aujourd'hui. Je veux vous parler de DALL-E V2. DALL-E V2. Regardez ce que j'ai pu générer en venant ici. Vous voyez en bas, j'espère que c'est assez visible, on a ce qu'on appelle un prompt. Je vous expliquerai ce que c'est qu'un prompt. Et grâce à ce prompt, j'ai pu générer cette image. Cette image, elle est, on va dire, assez fantasmagorique, assez vraisemblable. Elle serait même, on va dire, issue d'un de mes rêves ou d'un heroic fantasy d'un livre. Pourquoi j'ai choisi ce thème? Parce que j'en avais envie, que je trouvais ça très intéressant, parce que le steampunk, mettre un petit peu de brouillard et le symbole des deux tours à Tours me paraissait pertinent. Je me présente, je suis Olivier Mertin, je suis développeur relations à Microsoft. Et n'hésitez pas à échanger avec moi sur Twitter ou si vous voulez sur GitHub ou nous envoyer un mail qui sera reçu par Julien et moi-même si vous voulez échanger avec nous. Donc, DALL-E V2 qui est donc basé sur la société OpenIA, qui est donc en partenariat stratégique avec Microsoft, qui va permettre à Microsoft d'utiliser ses services d'image dans Bing, Edge, Designer, et tous ces services qui vont être disponibles sur la plateforme Azure est en premier lieu accessible sur le site d'OpenIA. Donc, comme vous pouvez voir, DALL-E V2, d'ailleurs le nom DALL-E V2 est un mot valise qui est une contraction de Wall-E, le petit robot qui ramasse des déchets, mais je ne vois pas tout de suite le rapport, mais surtout Dalí, qui est le peintre surréaliste espagnol, qui a été une capacité de présenter cette superbe génération pour finalement être un mot assez marketing, parce que le vrai nom de DALL-E V2, vous le verrez plus tard, c'est pas vraiment Dalí. Donc, c'est une open beta. Qu'est-ce que ça veut dire une open beta? C'est que c'est pas finalisé. En langage développeur, en langage service, ça veut dire tout simplement que vous pouvez l'utiliser en tant que tel, mais c'est pas encore tout à fait parfait. L'API image, qui est donc un outil qui est utilisable dans les applications pour pouvoir utiliser ce service, est évidemment disponible depuis peu, depuis novembre, donc très récemment. Et ça permet de faire quoi, DALL-E V2? Ça permet de créer des images. Et donc toutes les photos que vous allez voir aujourd'hui, donc tout ce qui ressemble à une photo, n'existe pas. Ce ne sont pas des vraies photos. Ça n'a pas été pris par un appareil photo. Ça n'a pas été pris avec un téléphone. Les peintures, enfin ce qui représente une peinture, ce ne sont pas des vraies peintures. Ça n'a pas été fait avec un pinceau, ça n'a pas été fait avec de la peinture, ça n'a même pas été fait sous Photoshop ou GIMP. Donc même les personnes qui seront représentées aujourd'hui, c'est-à-dire que les personnes qui sont photoréalistes, que ce soit une représentation d'une personne dans son hamac ou tout simplement dans sa voiture, ou une place, c'est-à-dire un emplacement, donc pour présenter une montagne, peut-être que j'aurais mis une montagne, n'existe pas. Ce que vous allez voir n'existe pas. Donc, tout ce que vous allez voir aujourd'hui a été créé par DALL-E V2, sauf évidemment le petit raccoon que vous avez vu ici, qui est notre mascotte. Et vous avez pu le voir ici aussi, justement. DALL-E, pourquoi il est déjà en V2? On va faire un petit peu de retour en arrière. DALL-E V1, janvier 2021, c'est 2 ans, seulement 2 ans. DALL-E V2, et donc DALL-E V1, était déjà en capacité de produire des images à partir de texte. Donc ok, pourquoi passer sur la V2? Bon, plusieurs choses. Déjà, vous pouvez voir entre la première itération et la deuxième itération. Donc là, on parle de janvier 2022. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Amélioration de la résolution, amélioration du photoréalisme. Les images sont plus accurate, elles sont plus à propos, le contexte est plus respecté. Et les personnes qui ont testé le modèle en DALL-E V2, j'aborderai ça plus tardivement, se sont rendues compte que c'était quand même beaucoup plus pertinent à l'œil humain, la partie droite que la partie gauche. Qu'est-ce qui a permis aussi de mettre en avant DALL-E V2? Comme c'est une nouvelle version, des nouvelles itérations de features, comme vous pouvez le voir dans un produit logiciel. On peut, avec DALL-E V2, modifier une image. On verra comment on modifie ces images après. On appelle le in-painting et le on-painting. Ce qui a été aussi important dans le DALL-E V2, c'est que les itérations qui ont permis de dire « OK, on passe de DALL-E V1 à DALL-E V2 », parce que finalement, c'est comme une nouvelle rêve, hein, ils ont testé, ils ont dit « OK, sur 1000 images qui sont générées par cet outil, par rapport à des prompts qui sont identifiés, des personnes ont utilisé des critères de visualisation et d'évaluation pour dire « OK, cette version elle est beaucoup plus pertinente que la première ». Parlons des fonctions. Donc V2, comme V1, peut créer des images par rapport à des input words.
dans du langage natural processing, ce qu'on appelle du NLP. Le NLP, c'est comme vous parlez. Donc en fait, vous avez juste à écrire ce que vous pensez et l'écrire directement dans le champ de description. Préférentiellement et avant, c'était en anglais. Maintenant, vous pouvez le faire en français. Il n'y a pas de problématique, même si je trouve qu'en anglais, on arrive quand même à avoir des résultats un peu plus pertinents. Pourquoi vous pouvez l'écrire en français comme en anglais? Parce qu'en fait, le champ d'entraînement a été permis sur des paires images, et en fait, il y a aussi du français qui a été mis dans le dataset de test. Vous pouvez éditer une image existante avec des éléments supplémentaires ou différents, ce qu'on appelle du in-painting. Vous prenez la Joconde, très connue, vous voulez rajouter un mohawk, il va rajouter un mohawk. Attention, il ne fait pas du calque, il ne fait pas je prends quelque chose qui ressemble à un mohawk ou je le prends d'une photo. Il le recrée. Qu'est-ce que ça veut dire recréer? Il prend l'image, il la déconstruit, il la reconstruit avec votre demande et il la met rationnellement en cohérence avec l'image, le contexte. Ce qui veut dire que là, la Joconde, ou le chat, devient un chien, la Joconde a une mohawk, mais finalement, vous êtes limité en rien. Tout ce que vous pouvez demander est théoriquement possible. Là, c'est l'hot painting. Vous prenez une image, vous voulez rajouter des éléments supplémentaires autour, il va prendre l'apprentissage de l'image, rajouter des éléments supplémentaires et augmenter théoriquement la résolution, parce que vous allez rajouter évidemment des 1024, 1024 tout autour, pour finalement faire une image qui est cohérente. Vous pouvez même mettre un ordinateur, mais ça sera un ordinateur dans la tonalité de la peinture de cet artiste célèbre. Vous pouvez aussi faire ce qu'on appelle des variations. C'est-à-dire vous prenez une image, et comme le modèle d'apprentissage et le modèle de rendu de DALL-E est basé sur la variation, il va apprendre votre prompt, apprendre l'image, et il va dire, OK, par rapport à ce qui est proposé en prompt et par rapport à l'image, je vais te proposer plusieurs variations qui correspondent à peu près à ce que j'ai compris, et vous reproposez votre image qui sera cohérente par rapport au sujet, cohérente par rapport au contexte, et cohérente par rapport à la structure d'image, ce qu'on appelle la vibes. Le hot painting, contrairement à l'API et finalement au site internet, parce que pour l'instant vous pouvez utiliser le in-painting, le hot painting seulement sur le site internet, je vais y arriver, pardon, est seulement disponible sur le site internet de OpenIA. En tout cas d'une manière accessible, sinon après il faut le développer vous-même au niveau de votre application avec l'API. Donc deux possibilités, comme je vous le disais, directement vers le website d'OpenIA, et bientôt j'espère sur Azure, puisqu'on a la générabilité qui vient d'être annoncée il y a 2 jours, et par l'API d'OpenIA directement si vous faites du Python, du curl ou de Node.js. Vous voyez ici, je lui ai donné un peinture célèbre, Monet, et je lui dis maintenant, donne-moi tout autour un bot avec des gens dans le style de la peinture de Monet. Si vous voyez bien, ici, le carré qui est là, l'original, il est là. Il a recréé entièrement la scène. Et c'est vraisemblable. Et c'est même utilisable. Donc là, j'ai fait quelque chose qui était assez raccord avec la peinture d'origine, mais vous auriez pu rajouter des dinosaures. C'est pas un problème, en fait. Donc, le prompt, ce que je vous ai parlé dès le début, ce que vous voyez à chaque fois que je vous parle. Le prompt, c'est ni plus ni moins, comme on l'a dit, Natural Language Processing. C'est vous proposer une phrase en 1000 caractères, en anglais, possiblement en français, ça peut fonctionner aussi bien. Et ça décrit l'image que vous voulez voir apparaître, ou la portion que vous voulez modifier, dans le cas d'in-painting. Parce que finalement, le mohawk, le chien, le chat, vous pouvez gommer. Un peu les mêmes services IA que vous pouvez voir quand vous faites de la gomme magique sur votre téléphone. Sauf que sur la gomme magique, il essaie de reconstruire la scène et il ne vous permet pas de rajouter des choses. Donc, un proper prompt, en tout cas une syntaxe correcte pour un prompt, ça signifie 2 choses. Le sujet, qu'est-ce que vous voulez voir en fait? C'est bien gentil, mais il ne va pas deviner ce que vous voulez voir. Et les modifieurs. Les modifieurs, ça veut dire les informations visuelles. Est-ce que vous voulez que ça ressemble à une photographie? Est-ce que vous voulez que ça ressemble à un artwork 3D, une illustration, à un peintre célèbre, ou à des séries TV, ou à un manga? Les émotions, si vous voulez que le visuel, si vous voulez que le personnage que vous voyez soit triste, ou sourit, ou soit en train de faire le bonnet d'âne à une autre personne, c'est faisable. La structure, la shape, vous voulez que ça ressemble à un 35 mm photographie, un macro, vous voulez que ça soit une lumière de studio, vous pouvez lui indiquer. Il va réessayer de récupérer cette information visuelle et l'impliquer dans votre création, etc. Pas de limite.
vous ne savez pas ce que DALL-E comprend. Donc, ne vous limitez pas à ce que, possiblement, il n'y a pas de guide, enfin, il y a des façons de parler à DALL-E, mais il n'y a pas encore de limitation sur ce que vous pouvez lui demander, en fait. J'ai fait un exemple avec ce prompt. J'ai écrit, donc là, Western place with nobody. Donc ça, c'est mon subject. Voilà ce que je veux voir. Long shot photo, c'est mon modifier, visual modifier. Et je cite from Django Quentin Tarantino Movie Studio Lighting. Movie Studio Lighting, c'est vraiment l'image. Voilà ce que j'ai eu le 14-10-2022 à DFS Nantes, le 30-11 et le 17-01. Vous voyez qu'il a à chaque fois créé exactement ce que je voulais, que ces images pourraient être même des repérages pour un film de Quentin Tarantino, qui sont assez vraisemblables à ce genre de film. Mais aucune photo n'a été utilisée. Aucun élément du film n'a été utilisé. Il l'a recréé. Et vous pouvez voir que même au niveau de la qualité, c'est pour ça que je vous l'ai fait en 3 étapes, on a quand même une différence au niveau des textures, une différence sur la représentativité et une différence au niveau sur la vraisemblance. On peut voir ici que c'est un peu flou. Un peu moins, de moins en moins. Les détails commencent à être de plus en plus pertinents. Le modèle apprend et commence vraiment à être de plus en plus pertinent en 2024-2024. Alors, on peut masteriser le prompt. Il y a des gens qui commencent à s'appeler des prompt engineers. Et je pense que c'est un peu tôt. Je pense que c'est très intéressant de s'y intéresser, mais de là à créer un rôle... Alors, je vous citerai même qu'il y a des prompt engineers qui commencent à se mettre des propriétés intellectuelles sur leur prompt. Ce qui n'est pas tout à fait faux, hein, mais ils commencent à se légiférer là-dessus. C'est un peu tôt. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Vous voyez, j'ai mis la visual information, l'emotion, le style. Ça, c'est rien. C'est juste un exemple de ce qu'on peut faire. Si vous voulez que ça ressemble à des personnages de Pixar, vous pouvez, en fait. Si vous voulez que ça ressemble à un film de Blade Runner, vous pouvez. Si vous voulez que ça ressemble à du post-apocalyptique ou du steampunk, comme l'avait vu précédemment, bah, vous pouvez, en fait. Il n'y a pas de limite. Je vous conseille cette ressource, si vous voulez devenir des prompt engineers. Ça a 1 an. Je filerai tous les liens, toutes les slides, il n'y a pas de problème. Vous pouvez prendre autant de photos que vous voulez. Dans tous les cas, tout est disponible après et vous aurez même le PPT et le PDF si vous voulez. Parce qu'il y a beaucoup de liens. Vous voyez ici, tout ça c'est ici de DALL-E. Hein. Ça n'existe pas. Hein. Ce n'est pas issu des Simpsons. Hein. C'est quelqu'un qui a dit dans le prompt, je veux que ça ressemble aux Simpsons. Ici, on a le Grand Budapest Hotel. On a Jaws, donc les dents de la mer. Là, on a carrément des effets visuels, motion blur, avec ce chien. Donc, je dis, il n'y a pas de limitation. Hein. C'est vraiment vous qui allez vous limiter sur votre prompt. Et je vous montrerai un prompt très très touffu à 1000 caractères. On arrive à des choses mais tellement éloquentes, je ne verrai pas la différence avec du photoréalisme. Je tease un peu, mais franchement, je le trouve génial. Après, évidemment, on est débutant, et comme je le dis assez souvent, parler à DALL-E, c'est parler à un alien. On sait qu'il vous comprend, mais on ne sait pas ce qu'il comprend. Il va vous répondre, hein. Dans tous les cas, il va vous répondre. Alors des fois, ça va être horrible, enfin, il n'a vraiment pas compris. Hein. Et des fois, il va dire, mais il a tout compris, il est vachement intelligent. Et en fait, lui aussi, il apprend. Et vous aussi, vous apprenez avec lui. Donc, ces références, des prompt builders, c'est vous donner des idées. Des prompts et database search, je trouve ça intéressant parce que vous allez voir ce que les autres ont déjà demandé et ce que ça leur a généré. Ça ne veut pas dire que si vous prenez le même prompt, vous allez avoir la même chose. Hein. Ça veut juste dire que voilà ce qu'il comprend et voilà à quoi ça ressemble. Donc ça vous commence à vous donner des idées, même de prompt et de prendre un petit peu des trucs, etc. Et Prompt Hero, je le trouve intéressant parce qu'en fait, il vous permet de prendre des pick and choose et quand vous débutez, vous commencez à dire ok, je ne sais pas quoi lui demander, et bah, grâce à ça. Soit vous tapez la doc, 80 pages, c'est intéressant, hein, et vous testez. Et bah, soit vous regardez ce que les autres ont fait et puis vous essayez d'étirer un petit peu plus vite. Je vous ai pas dit, mais je peux pas savoir comment va marcher Azure, ni API Azure Image. Actuellement, l'OpenIA marche sur un modèle freemium. Vous enregistrez gratuit 50 crédits. Vous utilisez évidemment très rapidement. Au bout d'un mois, on vous redonne 15 crédits. Vous n'êtes pas obligé de payer en fait. Si au bout d'un mois vous revenez, vous avez de nouveau 15 crédits, etc. Par contre, vous ne faites pas 15. C'est tous les mois, ça reste à 15. Mais ça vous permet de tester très facilement. Deuxième point d'importance, c'est lié à votre compte. Si vous ne voulez pas utiliser l'API, enfin en tout cas le site web OpenIA pour créer des images, ça marche, vos crédits marchent avec l'API direct. Donc vous pouvez même utiliser les crédits pour votre application. Donc, et vous verrez qu'après, grâce à cette API, vous pouvez générer des images, faire de l'inpainting ou demander des variations.
Oh, pardon, je suis allé un peu vite. C'est juste ça, hein. Votre prompt, N, c'est le nombre de variations. Ça, c'est la résolution. Voilà ce qui rend, pardon. Donc, ce qui est assez intéressant, et je vais vous montrer ce que j'ai développé. J'espère que ça va marcher. On va faire l'effet présent. Hop. OK. Ah. Croisons les doigts. Next.js, application. C'est un framework, hein, c'est basé sur du JavaScript. J'ai mis un form. Je me suis mis un petit slider avec la résolution. Pourquoi j'ai mis des éléments de résolution? Parce que j'ai pas envie de tout payer. Et donc en low, c'est évidemment une plus petite résolution, donc moins cher. Et le prompt. Et là, imaginons que vous voulez l'utiliser pour votre application. Allez, qui a une idée? Personne? Si, quelqu'un a une idée. Alors attends, mollo, hein. Ouais. Capi. Ok. Qui fait quoi? Ok. Excuse-moi, mais en fait, je vois pas en fait mon écran. Ok. Et qui fait? Ok. Alors, ok. Est-ce que tu veux mettre un élément visuel? Oh là. Ouais. Juste en code. Bon, t'as fini le prompt, c'est bon, c'est gagné. Et qui fait quoi là? Ouais. Ok. Ouais. Attends, on fait en deuxième, d'accord? Ok. Ah, j'ai oublié de mettre le nombre de variations. Voilà. Style Pixar? Revenons sur la presse, on fera beaucoup plus de tests après si vous voulez. Donc ça, l'idée, c'était de vous présenter finalement ce que j'ai moi implémenté avec les API directs. En fait, je ne suis pas sur OpenIA, j'ai utilisé les API avec mon username, avec mon organisation et les crédits qui sont affiliés à mon compte. Donc là, en l'état, si vous utilisez des applicatifs, vous pouvez le faire vraiment chez vous. N'oubliez pas, c'est bêta. Et j'espère que j'ai récupéré mon truc. Ok. Comme je vous le disais, il y a quand même un élément de bêta, il y a des limites encore. La rate limit, donc vous ne pouvez pas faire plus de 20 images par minute, 50 pour 5 minutes. Vous pouvez limiter la variation, comme je vous ai montré, vous pouvez faire 1 ou 10, etc. Mais comme imaginons vous faites une application qui commence à être production ready, qui commence à générer à la volée, si vous voulez le faire lever ça, il va falloir discuter très rapidement pour l'instant avec le prestataire et dire bon je suis désolé, j'ai vraiment besoin parce que c'est trop et c'est pas assez. La résolution, comme je vous le disais juste avant, vous pouvez, excusez-moi, vous pouvez limiter la résolution pour payer un petit peu moins. Pour justement, si vous n'avez pas besoin d'une grande résolution, demandez moins et résultat, payez moins. Le training model, DALL-E a appris en fait. Hein. Et d'ailleurs, on ne lui a pas dit réellement. DALL-E, il n'a pas de compréhension de notre monde. Hein. Il ne sait pas ce qui est bien ou mal, il n'a pas de notion du volume, il n'a pas de notion de, je dirais, tout simplement d'avoir un capybari dans l'astronaute, c'est pas possible. Ou un cheval qui chevauche dans l'espace, il ne comprend pas la physique, il ne comprend pas comment notre monde fonctionne d'un point de vue sociétal, d'un point de vue tout simplement intellectuel. Il ne sait pas ce que c'est qu'un développeur. Il ne sait pas ce que c'est qu'un développeur. Il ne sait pas non plus qui est DALL-E. Pour lui, il ne sait pas qui est DALL-E. Donc, quand on voit ce que j'ai généré là, encore avec le prompt,
jamais personne n'aurait pensé qu'un raccoon pourrait taper sur un laptop. Pourtant, Dall-E, il ne se pose pas de questions, il le fait. Parce qu'il a appris sur 650 millions per image et caption. Ce qui veut dire qu'une image qu'il a appris, donc qu'il a déconstruit, et le prompt, finalement le caption, il les a assimilés les deux. Il les a compris par rapport à... Et donc c'est pour ça que le dataset est d'autant plus important, pour dire, OK, ça correspond à ça, ça correspond à ça. Si on lui avait fait un mauvais dataset, ou en tout cas un mauvais apprentissage caption image, une table, une chaise, ça c'est une table, c'est ça une chaise, elle fait, OK, je te file de la table, ah non, désolé, c'est une chaise. Et donc on a dit, dommage, c'est mal appris. Parce que, Dall-E, c'est un ordinateur, c'est un outil. Il fait ce qu'on lui demande, en fait. Il n'a pas de problématique, lui. S'il est mal appris, il a mal appris, quoi. Et alors, justement, comment il apprend? En architecture, d'une manière un peu... avec des grosses cases en architecture. Première étape. Texte. A corgi playing a flame-throwing trumpet. L'image, qui est l'image de base, qui lui permet d'apprendre. On a deux encodeurs. Un encodeur de texte, qui le met avec des poids. Un encodeur d'image. Et Clip, qui est le modèle d'apprentissage. Suite à ça, il dit, OK, moi j'ai appris comment ça... Je l'ai déconstruit, j'ai appris comment ça marche. Je vais être en capacité de la reconstruire. Deux modèles d'apprentissage. Cette architecture, c'est l'architecture préliminaire qui a été faite par OpenAI, donc dans leur papier officiel. Il y a deux choses. Le Prior, qui est un modèle je vais y arriver. Là, il y a un modèle autorégressif. Et là, il y a un modèle de diffusion. Quand vous avez ici, donc la deuxième étape, c'est le modèle de restitution. L'étape, il va prendre... Parce que finalement, là, comme vous, quand vous écrivez, en fait, vous ne fournissez pas une image, vous fournissez du texte. Il encode le texte. Le texte est soumis à cet encodage, le prior. Ils ont essayé deux types, l'autorégressive et la diffusion. Lors de l'apprentissage, ils se sont rendus compte que l'autorégressive était meilleure sur le calcul numérique, enfin, en tout cas sur la représentation mathématique, mais que d'un point de vue représentation physique, pour les gens trouvaient que c'était moins bon au niveau pertinence visuelle. Donc ils ont préféré ce modèle de diffusion. Et à terme, donc maintenant, OpenAI n'utilise plus que ce modèle-là pour faire la restitution de l'encodage d'image. Il reprend un décodeur qui est encore un modèle de diffusion pour générer l'image. Cette image, c'est celle d'origine, c'est le même prompt. Vous voyez ici en bas ce qu'il a restitué? Déjà le corgi, la trompette, les flames et la tonalité de l'image. On n'est pas sur du photo, hein. On est sur une sorte de peinture, illustration. Et donc il a réussi à représenter quelque chose de cohérent, vraisemblable, et semblable à ce que vous lui demandez en fait. Donc CLIP, c'est un acronyme. Contrastive Language Image Pre-Training. Il apprend 650 millions de paires images, texte. On lui donne un texte qui est en rapport avec l'image. Il essaye de prédire l'image de sortie après ça. Et il apprend la relation entre les deux. Sans surprise, c'est des maths. Deux encodeurs, petite répétition. Image, texte. Le meilleur ratio, c'est le bleu. Ce qui veut dire que pour lui et pour nous, c'est la meilleure représentativité texte-image par rapport à son apprentissage. Et le bleu est évidemment le highest similarity. Et le gris, le lowest. Modèle de diffusion. Je vous ai parlé d'autorégressif qui a été écarté. Mais le diffusion, c'est vraiment celui qui est utilisé. On parlait de déconstruction d'image. Je vous parlais de déconstruction d'image. C'est un joli mot pour dire finalement comment il fait pour comprendre l'image. Vous lui fournissez un superbe labrador qui est très content d'aller jouer dehors. Le modèle de diffusion, c'est un modèle incrémental qui rajoute du bruit gaussien. Excusez-moi. Il fait par étapes. Chaque étape, il rajoute du pixel gris et il essaye de comprendre comment l'image elle est construite. OK, première étape, j'apprends. Deuxième étape, j'apprends. Troisième étape, jusqu'à arriver au point de non-retour. Je n'arrive pas à distinguer l'image, c'est juste du bruit, quoi. Une fois qu'il a dit « OK, j'ai tout emmagasiné, pixel par pixel », j'essaie de reconstruire l'image d'origine. Je refais le chien, je refais le chien, je refais le chien. OK, j'ai compris comment cette image est construite grâce à cette déconstruction du modèle de diffusion. Et c'est pour ça que la Joconde a un mohawk qui ressemble à un mohawk de Joconde. Parce que quand l'image elle est en in-painting, vous avez l'impression de gommer juste le haut de la tête. Mais en fait, il l'a déconstruit entièrement. Il a reconstruit, il prend votre prompt et il met le mohawk. C'est pour ça que ça ressemble vraiment à la tonalité de l'image. C'est pour ça que ça ressemble vraiment à une peinture de la Joconde avec un mohawk.
Donc redite, j'écris, j'encode, je convertis le texte à un encodage d'image, je repasse par un diffusion decoder, je fais mon image qui correspond à mon prompt. Le diffusion decoder crée une image de base de 64,64 pixels. Alors c'est un petit peu difficile à utiliser, donc il passe par un modèle d'upscaling pour passer en 2 fois, il upscale, et ce qui fait 256 et ensuite 1024. Il y a d'autres modèles de diffusion qui font des résolutions supplémentaires. Ça ne veut pas dire que c'est de meilleure qualité, ça ne veut pas dire que c'est plus détaillé, ça veut dire que c'est plus grosse résolution. Les limitations. Au tout début, vous ne pouviez pas mettre votre visage, en fait. Vous ne pouvez pas uploader votre image. Pour le hot painting ou le in-painting, vous ne pouviez pas. Maintenant, il filtrait, tout simplement. D'ailleurs, le dataset d'apprentissage de OpenIA filtre le gore, filtre les célébrités, filtre le porno. Son modèle d'apprentissage est filtré déjà d'origine. Et d'ailleurs, il filtre aussi ce que vous envoyez. Si vous essayez d'envoyer des célébrités, du porno, enfin du gore, il va vous dire non, je ne peux pas, je ne l'utilise pas, c'est en dehors de nos limites. Donc maintenant, vous pouvez mettre votre tête. Donc, vous rentrez dans le dataset, mais ça veut dire que vous pouvez modifier votre image. D'ailleurs, la limitation est que vous mettez vos droits. Votre image est à vous. Vous ne pouvez pas uploader une image qui n'est pas à vous. Ça, je vous l'ai dit. Et vous voyez, au niveau de ça, de ce prompt, j'ai indiqué rien du tout. On a une représentation d'une personne qui est en train de sourire à un miroir en système photographique, et c'est bien une personne. Mais ça vient du dataset. Cette personne n'existe pas. Alors, il y a peut-être un petit bout de l'œil de quelqu'un, peut-être même le mien, mais en tout cas, cette personne il n'y a pas une personne qui a cette dentition-là. Alors, évidemment, comme tout dataset et tout modèle d'apprentissage, et tout outil d'ailleurs, il apprend tel quel que vous lui avez donné ces informations. On pourrait parler du syndrome de la caverne de Platon, si vous connaissez les ombres, etc. C'est un peu ça. On apprend que la représentativité qu'on nous présente. Et bien Dali, il apprend sur le dataset qu'il a connu, en fait. Donc, si on a un dataset qui utilise beaucoup d'images caption de femmes western et que la représentativité, on va dire sans éléments de race, de biais, de genre, etc., n'indique rien, avant la mitigation, là, vous avez quand même beaucoup de représentativité de femmes à la peau blanche, western. Donc, OpenIA a pris la décision d'agir sur les hyperparamètres pour améliorer la représentativité de la société. Parce que Dali n'a pas de connaissance de société, n'a pas de connaissance de la relation que nous avons dans les races, dans les genres, etc. Lui, c'est qu'un outil. Donc le dataset, évidemment, s'il est biaisé, eh ben, le seul moyen de gérer finalement les apprentissages et les retours, c'est d'agir sur cette façon d'apprentissage. Donc il a joué sur les hyperparamètres. Vous voyez, entre avant et après, on a quand même une différence notable sur la représentativité des femmes. Parlons des développeurs. Avant, après. L'air de rien. Évidemment, c'est un challenge. OpenIA n'est pas le seul à avoir ces problèmes-là. Tous les modèles et les datasets et les apprentissages ont ça. Que ce soit sur du Midway, que ce soit du Stable, que ce soit finalement sur tous les modèles d'entraînement, la responsabilité, et d'autant plus la logique d'algorithmie, doit faire des choix et doit d'autant plus améliorer cette représentativité. Et c'est le choix qu'ils ont fait. Alors, est-ce qu'il y a des problèmes? On est en bêta. Hein. Alors déjà, lui, il fait de l'image. Hein. Le texte, il ne comprend pas. Hein. Donc, j'ai essayé de m'en représenter Microsoft en steampunk. Hein. Il a pas réussi. Tu veux parler du texte d'écriture, tu vois, c'est pas moi qui ai écrit ça. Hein. Pas 2 fois. Les visages, les sourires. Là, c'est pas mal hein, ce que j'avais pu représenter. Les yeux, des fois, c'était hyper spooky. J'aurais pu faire un truc pour Halloween, ça marchait. Quoi. Les trucs pour les fingers, ils étaient en traviole. Enfin, vraiment, c'était pas terrible. La qualité d'image, on parle de. Je vous fais une représentativité de Times Square. Vous attendez des grands buildings avec plein de trucs, etc. Et tiens, c'est bizarre. La vitre, elle est de travers. La porte, elle est comme ça. On n'est pas sur l'hyperréalisme ou du photoréalisme comme on peut l'entendre. On est sur la représentativité photo. La qualité physique, les attributions, regardez. Ça, c'est le moteur précédent Glide. Ça, c'est Unclip. D'ailleurs, le vrai nom de Dali. Je vous ai fait un teasing, je ne vous ai même pas dit. Unclip, c'est le vrai nom de Dali.
qui est évidemment un peu moins marketé, hein. Il a du mal en fait, hein. Il a du mal à représenter le volume par rapport à un prompt. Le carré rouge ou le carré rouge sur un carré bleu, il a du mal. Avant, il y arrivait bien, mais avec ce modèle-là, il a un peu plus de mal. Donc la qualité physique, notre compréhension du monde sur notre représentativité, il a du mal. Literal text, comme je l'ai dit, hein, vous pouvez lui dire « écris-moi développeur », il n'arrivera pas à écrire développeur, hein. Là, j'ai fait un prompt, j'ai juste écrit « your rock ». On a un caillou, on a you, your, et ouais, c'est pas utilisable, hein. C'est toujours une bêta. Alors, le fond du sujet de ces nouveaux outils. Est-ce qu'on dit au revoir aux créatifs? Est-ce qu'on dit au revoir à Photoshop? Vous l'avez peut-être pas entendu, mais cette personne, d'ailleurs qui a créé un superbe tweet qui a été retweeté des milliards de fois, j'imagine, a dit on voit la mort de l'artiste devant nos yeux. Est-ce que c'est vraiment le cas? Attention, on va rentrer dans le dur là. Un artiste, en tout cas une personne qui a fait une démarche artistique, a présenté son œuvre dans un contest, donc un concours de beaux-arts, en indiquant j'utilise Stable. Il a écrit Stable, hein, Stable. Vraiment, j'écris ça. Alors, évidemment, personne ne connaissait pas parce qu'il était vraiment en prémisse, etc. Il a fait de la retouche un petit peu après sa génération. Il a fait un prompt. Il l'a imprimé sur un canevas, un peu comme vous pouvez le faire dans votre boutique, etc., dans une grande machin. Il l'a un peu retouché sous Photoshop. Mais la génération de base, elle a été faite par un modèle d'apprentissage. Enfin, en tout cas, un text-to-image. Il a gagné. Il a gagné la première place. Donc évidemment, on a eu des retours très engagés sur le fait que ces outils vont tuer la créativité, prendre la place des gens, voler les emplois. Ce n'est pas du tout péjoratif. La crainte est légitime, mais elle n'est pas justifiée. Pourquoi? Prenons des éléments technologiques. Restons finalement dans les domaines que nous connaissons bien. Quand le numérique est sorti, quand vous avez sorti les premiers appareils photo numériques, après l'argentique, quel type d'emploi ont disparu selon vous? Les labos photos, les gens qui faisaient des montages photos. Dans les magazines, il y avait tout un tas de gens qui développaient des pellicules. Ils ont réinventé aussi leur métier. Prenez maintenant votre Julien qui fait une superbe vidéo, là. D'ailleurs, que je viens de spotter, là, qui est en train de faire autre chose. Et avant, vous aviez un vidéaste, vous aviez des gens qui prenaient le son, il y a des gens qui prenaient la lumière. On n'avait pas de webcam, hein. Est-ce que des métiers ont disparu? Oui, certainement. Est-ce que des métiers ont été transformés? Effectivement aussi. Deuxième point, la créativité en tant que telle, sans parler de rupture technologique. Dali ne crée rien, il recopie. Il a appris de choses existantes. Il n'a pas un sens de la compréhension de l'art. Il ne représente que ce qu'il a appris. C'est votre capacité, vous, en tant que prompteur ou personne qui veulent créer quelque chose, qui allait finalement créer quelque chose d'unique, de créatif. Cette personne-là ne l'a pas sorti telle qu'elle. Elle a fait des retouches. Ce n'était pas suffisant. Partons du principe que, comme le numérique est sorti, à l'époque, quand il y avait des concours photos, on avait le numérique et l'argentique. On créait des catégories, parce que c'était de la triche de faire la numérique, c'était trop facile. Alors qu'avant, l'argentique, il fallait faire des montages, il fallait tirer, ça c'était compliqué. Pourquoi les gens se polarisent là-dessus? Parce que c'est facile en fait. Parce que c'est facile d'obtenir une image. Ça ne veut pas dire qu'elle est utilisable en l'état, hein. Si c'est suffisant pour vous, tant mieux. Ça ne veut pas dire que si vous sortez un texte ou image, les gens vont vous l'acheter des milliards d'euros, hein. Ça veut juste dire que vous avez créé quelque chose d'une manière facile d'utiliser, un outil qui vous crée et permet d'augmenter votre créativité. Donc, est-ce que c'est la fin en tant que telle, et c'est mon opinion, est-ce que c'est la fin en tant que telle de la créativité? Bah non, forcément. Il y a des artistes qui vont s'emparer de ces outils et ils vont avoir aucun intérêt de prendre le truc tel quel. Ils vont créer leur propre modèle, ils vont créer leur propre apprentissage. Il y a des artistes qui se créent finalement leur propre modèle eux-mêmes, qui l'apprennent et donc en fait, ils entraînent leur modèle sur leurs œuvres pour créer des nouvelles œuvres par rapport aux leurs, pour garder une tonalité. Et pourquoi pas en fait? Parce que finalement, c'est à vous de prendre cet outil tel qu'il est, à vous de créer la façon dont vous allez l'appréhender. Est-ce que ça sera suffisant? Peut-être. Est-ce que ça sera suffisant pour que vous lâchiez? Pas forcément. Le copyright, on parlait justement de créativité, mais là, les images que vous sortez, c'est à vous? C'est à qui? De base, OpenAI,
vous donne tous les droits d'utilisation. Vous l'imprimez, vous le vendez, vous le modifiez, vous en faites ce que vous voulez. C'est une licence, pas une propriété au sens strict légal. Pourquoi? Si vous aviez la propriété en sens strict légal, vous pourriez leur demander de supprimer cette image du dataset, ce qui tuerait leur modèle. Donc, ils vous donnent tous les droits de faire ce que vous voulez avec, mais vous ne pouvez pas avoir l'ownership complet du genre, je suis désolé, maintenant que cette image, tu l'as générée, c'est à moi, tu la supprimes de ton dataset. Donc, vous pouvez l'utiliser, la vendre, l'imprimer. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec, et vous pouvez être un digital artist grâce à ça, si vous arrivez à trouver des personnes qui aiment votre travail. Et d'ailleurs, finalement, le prompt, je rigolais tout à l'heure, est une propriété intellectuelle en tant que telle. C'est vous qui l'avez créé. Maintenant, quand vous utilisez un prompt, vous donnez le même prompt à une autre personne, le même modèle même. L'image ne sera jamais la même. Parce que c'est le modèle de fonctionnement de DALL-E, justement, de vous fournir des choses équivalentes. Ça ressemblera peu ou prou, mais ils n'auraient jamais exactement la même chose. Restons sur la création. Est-ce que vous voulez encore faire des capybaris astronautes ou vous voulez aller un peu plus loin? Alors, on va le faire directement sur le site OpenIA. Hop. Hop. Donc là, conditions réelles. Vous voyez, il y a des gens qui ont déjà fait des créations. D'ailleurs, c'est une représentativité. Donc là, on a l'inpainting, on a le prompt en tant que tel. Est-ce que vous avez l'humeur créative? Est-ce que vous avez envie de créer quelque chose de jamais vu ou avec une tonalité spécifique? Est-ce que vous avez une autre idée? En anglais ou en français? Allez. Ok. Ah, par contre, je suis un peu perdu. Unicorn. Ok. Alors, s'il fait du skate, alors, tu sais? Bleu, hein? Célébrité, interdit. Skating. Alors, on va essayer. Alors, si on mélange. Attends. On va rester sur ton bras. Ok. Est-ce que tu veux un truc particulier en plus? Sur les... Pardon? Blonde licorne. Alors, blonde hair. Alors, unicorn blue and blonde with blonde hair. Ok. Ok. On the desert world. Ok. Pardon? Ah oui, effectivement. Vous pouvez même le faire par rapport à un film post-apocalyptique et citer une référence, mais on va le lancer tel quel. Ouais. Vous avez 1000 caractères. N'hésitez pas, après vous pourrez essayer autant que vous voulez. Donc je le lance, il prend mon prompt, il l'encode, il va chercher, il se dit ok, comment je peux le représenter par rapport à mon modèle d'apprentissage et qu'est-ce que j'ai appris par rapport à ce prompt. Leur application est quand même beaucoup plus aboutie que la mienne, on peut reconnaître. Voilà. Alors on peut reconnaître qu'il y a quand même 3 jambes à cette superbe unicorne. On a bien la route. Et on n'a pas les cheveux bleus, non, on a les blues. Voilà. Donc typiquement, il n'était pas prêt. Parlons de lint painting. Vous vous rappelez, je vous ai parlé de cette capacité de rajouter des éléments supplémentaires. Est-ce que vous voulez rajouter... Alors attendez, hop. Je vais y arriver. Voilà. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose à cet emplacement ou pas? Et quoi? Alors, Star Wars Death Star, c'est ça? Alors tu sais que moins il a déjà appris, plus il a de mal. Hein. Alors attends, Desert World Institute politique, on va le faire là, Desert World with on the foreground. Alors c'est the foreground, je crois. Non, on est bon. Et,
The Death Star. Hop. Ah, c'est horrible de faire que ça. From Star Wars. Attends, The Death Star in wood? The Death Star. Ouais, merci. Made of wood. On est bon? Ah, merci. Ouais, en français aussi. InStyle, c'est parti. Bah oui, tout est possible. Hein. Ah, il cherche. Hein. Des fois, j'ai fait des prompts, mais alors le prompt, il mettait une minute de temps. Et c'est un échec. Voilà. C'est une bêta. Par contre, je vous encourage vraiment à tester. N'hésitez pas à... Effectivement. Alors, mon anglais est peut-être perfectible aussi. Revenons sur finalement la créativité et ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Ces nouveaux usages, ces nouveaux outils, comme je l'ai partagé un peu avant, c'est finalement basé sur le fait que les gens vont s'en emparer et créer des nouveaux use cases que vous n'avez pas encore prévus. Une personne utilisa finalement ChatGPT, oh le gros mot, utilisa Codex Playground pour générer une description produit d'un jeu avec une team de raccoons qui vont en cambriolage. Ce texte est généré, il génère l'image. Il peut tout de suite, en moins de 5 minutes, commencer à réfléchir à son produit et avoir des éléments utilisables, viables, pour commencer à réfléchir à son product game. Ce n'était pas prévu à l'origine, mais il a utilisé en tant que tel, comme un outil. Julien, ici présent, s'est dit pourquoi je ne créerais pas des histoires pour mon enfant? Il a généré les images avec Dali, il a généré le texte avec Codex Playground, il a fait une image pour sa fille, un imagier, il l'a imprimé, on est passé du numérique au réel, tous les droits sont à lui. Et sa fille est très contente, je crois. Sky is the limit? Pourquoi Sky is the limit? Ah ouais, mais ça rend bien. Vidéo YouTube, lyrics Michael Jackson, image générée par rapport aux lyrics. C'est utilisable, c'est vraisemblable, et c'est basé sur votre capacité à trouver des nouveaux usages de ces technologies. Alors même si j'ai le groove, on va peut-être avancer. Alors, creativity at its finest. Prenons l'out painting à gauche, regardez ce chat. On parlait d'une capture en out painting, image de base, très proche. Au fur et à mesure, on crée la résolution, il rajoute des prompts, on obtient une image vraisemblable qui n'a plus rien à voir avec l'image de base, qui est utilisable en état, toujours avec le même chat. D'ailleurs, il a même une moto à un moment. Je pense qu'il s'est un peu lâché sur le prompt. Et vous avez une image qui est quand même utilisable telle qu'elle, en fait. Regardez à la fin. Regardez. Hop. Là, c'est une animation de plusieurs images générées qui font des variations avec des prompts supplémentaires qui peut passer d'une image d'une Tesla à une vieille voiture. Tout ça en animant plusieurs images, en fait. On parlait alors je crois que c'est l'inverse, c'est victorien vers une architecture, ouais, c'est ça, maison victorienne vers une maison d'architecte. La tonalité est respectée, les couleurs sont respectées et vous avez un morphing qui est vraisemblable, qui est utilisable. Très pratique pour faire un truc de produit, quoi. Les modèles, les text-to-image, il y en a d'autres. Dali n'est pas tout seul. Stable Diffusion, pour le plus connu, V1, V2, Midjourney V4, qui passe par Slack, je ne comprends pas pourquoi ils sont passés par ça, mais bon. Et Dali 2. Regardez ce superbe prompt que j'ai pas inventé, que j'ai piqué. Eh ben, il est déjà très complet. Je pense que le parsing anglais est mieux. Hein. Eh ben, regardez cette image-là. Donc le V1, le V2, le V2. Regardez, c'est pas une vraie personne, c'est pas une vraie photo. Je suis incapable de savoir que c'est une fausse photo. Midjourney, on dirait un truc d'Heroic Fantasy qu'on voit à l'arrière des bouquins.
vous mettez ce prompt, vous avez un truc sur PageJeu, vous générez, vous pouvez l'utiliser. C'est à vous. Alors celui-là, ouais, ici, ouais, effectivement. Pourtant, regarde, ce qui veut dire, et on en parlait par rapport tout à l'heure à le retour du roi, qui est là, présent, c'est que justement, bah, les modèles, en fait, on commence à avoir des tonalités, commence à avoir une représentativité pour le même prompt. Hein. Il n'y a pas de différence. Hein. Différente suivant ce que vous appréhendez. Peut-être qu'à terme, Midjourney, ça sera plus sur l'Heroic Fantasy. Stable Diffusion sera plus sur du photoréaliste. DALL-E 2, bah écoutez, ça ressemble à un illustrateur un peu flouté, etc. Tout ça, c'est vraisemblable, c'est utilisé dans l'état. Et moi, je suis assez bluffé, en fait. Hein. C'est récent, ça. Hein. Ça, un mois. Alors, il y en a d'autres. Crayon, qui est un, je dirais pas un sous-DALL-E, c'est un péjoratif, mais un mini DALL-E, qui est un modèle un peu moins abouti, mais qui est utilisable en l'état. Midjourney, que je vous ai déjà présenté. Stream Studio, Imagen, qui est de Google, qui est un truc un peu bêta, qui est pas un truc. La démo 2, Stable Diffusion, que vous pouvez utiliser tel quel. Et bah, ça se tire un peu la bourre. Hein. Tout le monde veut prendre la place. Hein. Et maintenant, la question, c'est qu'est-ce que vous allez créer avec ça? Je prends des questions, si vous en avez. N'hésitez pas. Oui. Oui. Il fait. Ah, pardon, attends, 2 secondes, excuse-moi. Il faut que je répète la question par rapport à la... Donc, s'il fait des Pikachu... On est d'accord qu'on paye l'API à partir d'une certaine résolution, à partir d'une certaine utilisation, etc. Donc, potentiellement, ils nous vendent des images de Pikachu qui sont sous licence Nintendo. Et donc, est-ce qu'il fait quelque chose qui est légal ou pas vraiment? Parce que même s'il recrée un Pikachu, un artiste qui recrée un Pikachu et qui le vend, il est dans l'illégalité. Alors, sur le modèle de créativité, quand tu fais une représentation qui ressemble à un élément copyrighté, Pikachu ou à un autre, si c'est très équivalent, et je dis très équivalent au truc, on peut vraisemblablement te demander des royalties parce que tu fais une représentation biaisée d'un modèle qui est copyrighté. Mais si tu es sur un domaine de créativité qui n'a plus rien à voir par rapport finalement à l'image de base, et que tu ne fais pas beaucoup d'argent, personne ne va venir t'embêter. Maintenant, est-ce que, en tout cas, si tu le vends pas, pardon ? C'est vendu en tant que service et c'est réellement pertinent parce que justement, que ce soit Tintin, que ce soit tous ces modèles de copie. Oula. J'ai fini mon live, c'est ça? Non? Ah, excusez-moi. En fait, j'ai pas de batterie, c'est pour ça. Donc, effectivement, on a une vraie problématique sur le fait qu'il va faire de la représentativité par rapport à des éléments copyrightés qui vont ensuite être générés, qui peuvent être soumis finalement à un copyright supplémentaire. Putain, oh, ça vache. Il va falloir que je push sans arrêt. Où c'est le capteur? Je suis désolé. Je pense que c'est le capteur. Ouais. Ouais, c'est la fin. Bon, désolé. Donc, est-ce que c'est final ma réponse? Non. Effectivement, juridiquement, il n'y a rien qui est vraiment très clair pour l'instant sur la représentativité d'éléments copyrightés. D'ailleurs, tu essayes de représenter Superman, tu n'y arriveras pas, Batman, tu n'y arriveras pas. Pikachu, je pense que le dataset, il y en a vraiment beaucoup et ils n'ont pas réussi à filtrer. Parce que j'ai réussi à le faire, vraiment. Alors, il n'est pas tout à fait parfait. D'ailleurs, j'ai mis Pikachu en fourrure. Ça marche. Vraiment, ça marche. Et c'est vraisemblable, tu peux le donner à tes enfants, ils sont très contents. Maintenant, est-ce que toi, tu peux le vendre? Ouais, je pourrais, effectivement, à tes risques et périls. Hein. Maintenant, je pense qu'on est vraiment au début. Quand on parlait de copyright et OpenIA a pris le parti pris de te dire bah, c'est à vous et machin, est-ce que c'est final? Je pense pas. Parce qu'on est au début. C'est assez récent, hein, c'est 2 ans. Hein. Et là, le modèle économique, il est aussi assez récent. Il a, je sais pas, 2 mois, 3 mois, même pas plus. Donc, est-ce que ça va se limiter là-dessus? D'ailleurs, il y a des sites, Getimage, a refusé les images générées parce qu'ils ne voulaient pas rentrer là-dedans. Est-ce qu'ils vont revenir dessus? Peut-être. Est-ce que c'est final? Non, évidemment que non, parce que tout le monde va commencer à l'utiliser d'une manière production. Et est-ce qu'il y aura des filtrages supplémentaires pour virer le copyright? Je crois plus à ça. Pour l'instant, on est un peu sur les prémices bêta, on teste, le dataset est peut-être pas encore tout à fait bien filtré, parfait par rapport aux éléments de copyright. Est-ce qu'il y a encore des choses qu'on peut passer à côté? Oui.
Est-ce que pour l'instant, toi, tu risques d'être emmerdé par Nintendo? Je pense pas encore. Mais si jamais les gens commencent vraiment à faire une représentative très réaliste de Pikachu et que les gens se disent bah, je peux détourner l'image, là, on va se retrouver dans une complexité. C'est une réponse incomplète, mais réponse incomplète en l'état. Dis-moi. Ah si, c'est filtré. Je t'ai dit que c'était filtré, justement. Pardon, j'ai pas entendu. Ah. C'est filtré sur le dataset de base, et c'est filtré quand toi tu soumets. Alors, excuse-moi, j'ai pas compris la question. Ouais. Théoriquement, là, par rapport à la mécanique de contrôle des datasets, et finalement, tu vois, le principe d'hyper-paramètre qui a été modifié pour les éléments de représentation sociétale est basé sur le principe de transparence. Est-ce que tous vont jouer le jeu? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent jouer sur les hyperparamètres d'un dataset et améliorer une représentativité? Possiblement. Maintenant, le but, c'est justement nous qui sommes en capacité de dire que ça ne correspond pas à ce qu'on souhaite et qu'il y a forcément un problème de représentativité et sur le retour que vous allez avoir. Parce que tous les principes de renforcement, de retour d'image ou de retour de... Je dois y aller, c'est ça. Et alors, on peut échanger juste après, si tu le souhaites. Je prends évidemment des questions. Les slides, vous pouvez prendre les AK si vous arrivez à faire en moins de 2 secondes la photo. Sinon, vous verrez qu'il y a des liens supplémentaires pour aller plus loin. Des tools et apps pour faire de l'hyperscaling par rapport, parce que si j'ai le 1024, vous pouvez monter la résolution. Et si j'arrive à montrer la dernière slide, je ne sais pas. Et le futur, c'est évidemment créer des vidéos à partir d'un prompt. Voilà.